Cédric Grolet n'est pas le meilleur pâtissier français, ni le meilleur pâtissier au monde. D'abord, le marché du halal est 3 fois supérieur au marché du bio. Toute la street food dont on parle depuis quelques années qui cartonne est 100% halal. Les médias leur disent pas qu'ils mangent du halal sans le savoir. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Le halal, c'est une méthode d'abattage de l'animal. Je vois pas le rapport avec la qualité. On s'est aperçu d'un truc et là, on était vraiment stupéfait. C'est quand un quick normal faisait 1 million d'euros, on switchait en halal, il en faisait 3. Et il y a un amalgame en France sur le halal, sur le kasher, parce que je crois qu'on est très mal informé. Il y a un truc qui va pas bien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors surtout, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va faire beaucoup de podcasts. Et aujourd'hui, j'ai un invité de taille, Monsieur Bernard Boutboul. Comment tu vas, Bernard ? Très bien, et toi ? Bah écoute, super, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Moi aussi. Je pense que tu sais que tu es une institution dans le domaine de la restauration. Tout le monde parle de toi. Dès qu'on dit Bernard Boutboul, c'est tapis rouge. Donc vraiment, ça me fait plaisir de t'accueillir. Alors pour les peu de personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter ? Alors, je suis Bernard Boutboul, président du GIRA. GIRA est un cabinet d'accompagnement, c'est comme ça que nos clients nous appellent, plus qu'une boîte de conseil. Nous sommes ultra spécialisés sur toutes les formes de consommation alimentaire hors domicile, parce qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre à l'évidence, il n'y a pas que les restaurateurs qui nourrissent les gens en dehors de leur domicile, il y a les boulangers, les cinémas, les grands magasins, les magasins. Enfin, bref, on se demande même qui ne donne pas à manger à l'extérieur de notre domicile. Et sur ce secteur-là, nous travaillons tout ce qui est marketing, stratégie et développement. Et on fête cette année nos 35 ans. Ah ouais, c'est beau, hein. 35 ans. 35 ans. Waouh. Et alors, du coup, je vais tout de suite venir sur un sujet parce que dès qu'on entend Bernard Boutboul, moi, c'est souvent ce que j'entends et j'ai été admirablement surpris quand j'ai entendu ça. Tu as inventé le café gourmand. C'est vrai. Et ça nous est arrivé très exactement en 1995 avec un de nos clients à l'époque qui me dit « Je vends de moins en moins de desserts ». Et on a essayé de pallier cela en mettant des nouveaux desserts. Je me souviens, on avait sorti le blanc manger, on avait fait le retour de la crème caramel et non pas de la crème brûlée. Enfin bref, c'était un flop total. Et puis un jour, dans nos délires, dans nos brainstorming, il me dit, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Je lui dis, mais la gastronomie, elle fait quelque chose d'intéressant, c'est qu'à la fin de repas, ils te mettent des milliardises au milieu à partager. Et si on prenait leur idée et qu'on l'individualisait pour chaque personne. Et le café gourmand est né avec, au départ, 3 items. Un item plutôt crème, un item fruits et un item chocolat, avec un café ou un thé. Et le café gourmand est né en 1995 et il n'a décollé qu'en 2010. Ah oui, il a mis du temps quand même, non ? Ouais, il a mis beaucoup de temps à décoller. Et depuis 2010, enfin jusqu'à aujourd'hui, il y a un repas sur 3 sur les 12 milliards de repas que nous prenons à l'extérieur de nos domiciles. Un repas sur 3 qui se termine par un café gourmand. C'est un truc de dingue. Mais c'est tout à fait en corrélation avec le fait que les Français sont un peuple qui ne conçoit pas de terminer un repas sans une note sucrée. C'est pour ça que le café gourmand s'est intercalé. Cela dit, il y a 2 repas sur 3 qui se terminent aussi par une note sucrée aussi. Mais nous aimons le sucré. Nous sommes les plus gros consommateurs de sucré en fin de repas au monde. Les anglo-saxons sont très loin derrière nous. Oui, mais ça ne m'étonne pas du tout. Après, en même temps, déjà, moi, ça ne m'étonne pas du tout que le café gourmand cartonne comme ça, parce que moi, je suis un adepte du café gourmand. Je suis un petit peu indécis, tu sais, quand tu vois la carte des desserts, tu ne sais pas trop quoi choisir. Et le café gourmand, en fait, c'est vraiment le combo parfait, parce que tu peux choisir 3 petits desserts, donc du coup, ça te permet d'avoir un panel de desserts, et en même temps, le petit café, parce que souvent, c'est vrai qu'après le repas, tu aimes bien prendre le café. Donc pour moi, vraiment, le café gourmand, c'est vraiment le dessert parfait. Alors justement, là, vu qu'on parle de ça, donc on parle de pâtisserie, on parle justement des réseaux sociaux. Moi, ça me fait tout de suite penser à Cédric Grolet, parce que c'est vrai, Cédric Grolet, quand j'en parle avec des amis ou des confrères, il revient souvent sur la table. Et alors, vu que tu es un expert, j'aimerais savoir, est-ce que pour toi, Cédric Grolet, est-ce que c'est l'un des meilleurs pâtissiers français, ou est-ce que c'est surtout un très bon communicant ? Alors, j'aime beaucoup ce que fait Cédric Grolet, il fait un travail remarquable. Mais Cédric Grolet
et je pense qu'il le sait, n'est pas le meilleur pâtissier français ni le meilleur pâtissier au monde. En revanche, c'est probablement l'un des seuls, si ce n'est le meilleur communicant de la food aujourd'hui. Et il nous montre la voie qui est de dire aujourd'hui, tu ne peux pas exister si tu n'es pas un super communicant sur les réseaux sociaux. Mais attention, super communicant sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'il faut rabâcher tous les jours la même chose. Ça veut dire que sans arrêt, il faut dire ce qui m'arrive, ce que je vais faire, ce que j'ai prévu de faire, un petit tour de main, une recette que je viens de découvrir, une forme de burger. Et c'est ce qu'il fait régulièrement. Et plus il fait ça, plus ça partage. Et plus ça partage, plus il y a des gens qui s'agglutinent autour de lui et de sa personnalité et qui le suivent. Et c'est comme ça. Mais je veux dire, les stars de la chanson et les stars du cinéma font exactement pareil. Ceux qui sont d'excellents communicants. Et puis il y en a d'autres qui n'aiment pas les réseaux sociaux. Et ça, je ne peux pas leur reprocher. Mais aujourd'hui, en 2025, je pense que si on n'existe pas sur les réseaux sociaux, je pense qu'on n'existe pas tout court. Et il y a 15 jours, 3 semaines, je passe devant sa boutique d'opéra et je vois des gens agglutinés. Mais il devait y avoir peut-être 100, 150 personnes. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Il y a peut-être des nouveaux croissants qu'il a sortis. Et en fait, Cédric Grolet était là. Il était en démonstration. Alors là, dès qu'il est là, c'est la folie. En plus, il le communique, sa présence. Ah, il avertit qu'il sera là tel jour. D'accord. Bien sûr. Il dit mardi, entre 15h et 17h, je serai à ma boutique d'opéra sur une tentative d'un croissant que nous allons travailler avec mes équipes, etc. Et alors là, boum, tout le monde se précipite à opéra, on se bouscule pour avoir une image du maître. Voilà. Mais tout ça, c'est de la communication. Bien sûr. Parce que pour travailler ce nouveau croissant, il n'a pas besoin de faire ça. Il s'enferme avec son équipe et il bosse son croissant tranquillement. Non, il est en représentation permanente, ce garçon. Et en plus, toutes les personnes qui vont être là vont le filmer, vont le reposter justement sur les réseaux. Et après, c'est ce qui fait celui qui n'a pas été ce jour-là, il dit la prochaine fois, effectivement, j'irai parce qu'effectivement, on voit le maître en vrai qui est là. Après, je pense, vu le prix de ces pâtisseries, je ne sais pas si c'est, si pour la majorité des gens, si c'est une opération qu'ils vont réitérer. Ça veut dire, je pense que tu viens une fois pour dire, je l'ai fait, j'ai pris une pâtisserie Cédric Grolet, j'ai filmé, j'ai mis sur les réseaux. Mais est-ce que genre tu vas passer une fois par semaine prendre ta pâtisserie comme tu pourrais le faire dans une boulangerie? Alors ça, c'est sûr que non. Ça, c'est sûr que non. Et je vais te dire, 75 à 80% des gens qui approchent la boutique d'Opéra ne sont pas des Français, ce sont des internationaux. La boutique de Cédric Grolet à Opéra est probablement aujourd'hui dans la liste de ce qu'il faut voir à Paris. D'accord. C'est un truc de dingue. Il faut que tu ailles voir la Tour Eiffel, il faut que tu ailles voir l'Arc de Triomphe, il faut que tu ailles voir le Sacré-Cœur, il faut que tu ailles voir Cédric Grolet. Ça fait partie du tour de Paris, quoi. Parce que là, quand je me suis arrêté l'autre jour, comme je t'ai dit, j'étais l'un des rares Français qui était là. C'était des Asiatiques, c'était des Américains, des Canadiens, enfin bref. Parce que il faut venir voir la star de la pâtisserie française, avenue de l'Opéra. Alors, j'ai entendu aussi que tu as accompagné beaucoup de franchises, de grosses franchises. Est-ce que tu pourrais me citer une ou deux franchises que tu as accompagnées et qu'est-ce que tu as pu leur apporter Alors, on a travaillé pour beaucoup de franchises. Je ne voudrais pas en citer peu. Ça m'embête d'ailleurs d'en citer. Mais on a travaillé pour des franchises très différentes. Je ne sais pas, moi, de type McDonald's. Jusqu'à la Criée, par exemple, en passant par de l'Hippopotamus et bien d'autres, et Delhart et plein d'autres. Mais le point commun de tous les gens qui sont venus nous chercher, c'est qu'ils se sont mis à un moment à se poser des questions sur leur développement. Parce qu'on est très sollicité sur le développement, c'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, j'ai 10 unités, je voudrais me développer. Quelle est la qualité d'emplacement qu'il me faut pour mon concept? Alors ça, on travaille beaucoup là-dessus et on fait même des études de potentiel et des études d'implantation par rapport à une adresse. C'est-à-dire que tu nous donnes une adresse, nous, on va te dire précisément quel chiffre d'affaires tu vas faire à cette adresse-là. Donc ça, c'est une grosse partie de notre job et on accompagne aussi des franchiseurs sur le positionnement de leur concept. Et particulièrement depuis quelques années où nous sommes en train de vivre une révolution de la restauration, une grande mutation de la restauration, qui repose sur quoi? Parce que quand on me dit la mutation de la restauration, c'est quoi? Qui repose sur quoi? C'est qu'en fait, nous sommes en train de vivre un virage générationnel colossal, mais colossal, qui ne se voit pas à l'œil nu parce que c'est très très lent. Pourquoi? Parce qu'on ne
vieillit que d'1 an tous les ans. Exactement. Donc c'est extrêmement lent. Et de quoi je parle quand je parle d'un virage générationnel? Je parle de cette génération que j'appelle la Gen Z élargie. Autrement dit, les moins de 30 ans, on va dire, pour faire court. Les moins de 30 ans sont en train, tout doucement, de modifier la structure d'un restaurant, l'expérience qu'on vit dans un restaurant et les attentes que doit procurer ce restaurant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à une croisée de chemin où des restaurateurs sont en très grande difficulté parce qu'ils ne répondent pas à cette clientèle-là, et d'autres qui me disent « je ne comprends pas, on dit que la restauration elle ne va pas bien, moi je suis en croissance de 12%, je leur réponds « t'inquiète pas, continue à faire ton job ». On a vraiment aujourd'hui 2 blocs de restaurants, 2 blocs d'établissements, parce qu'il n'y a pas que la restauration traditionnelle, il y a aussi la restauration rapide. Quand tu vois l'arrivée de la street food, qui n'a rien à voir avec le fast-food qu'on a connu. Tu vois, tout ça est en train de changer. Quand tu vois arriver de la bistronomie, ça n'a rien à voir avec de la gastronomie étoilée qu'on a connue. Enfin, tout est en train de changer. Tout est en train de changer. Quand tu vois arriver des grilles comme Melt, je ne sais pas si tu connais Melt. Melt, oui, bien sûr. Viande fumée, magnifique, etc. Ouais. Ça n'a rien à voir avec Buffalo Grill. Ben voilà, on est en train de muter tout doucement, je le répète, c'est lent, vers quelque chose qui va être très, très intéressant au niveau de la restauration, qui repose, à mon avis, sur le fait que la restauration demain sera expérientielle ou ne sera pas. C'est grave ce que je dis. Il y a des financiers qui me disent c'est grave ce que tu dis là. Je dis oui, mais c'est pas si grave que ça, parce que si elle ne l'est pas, je pense qu'on va ouvrir les vannes des dark kitchen et de la livraison. Parce que quel intérêt d'aller dans un restaurant demain si tu ne vis pas une expérience? Autant que tu restes chez toi ou au bureau et tu te fais livrer. Et là, ça y est, on est en train de partir vers une double restauration, une restauration de plaisir expérientiel et une restauration de nécessité que tu te feras livrer à ton bureau ou à la maison. Et il n'y aura plus rien entre les deux. Non, je suis d'accord. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a des restaurants aujourd'hui qui se développent avec de ramener une véritable expérience. Il y a comme le restaurant là, où tu as l'impression que tu es dans l'océan là, avec... je ne sais plus comment il s'appelle. Éphéméra. Voilà, Éphéméra. Et c'est vrai que ça arrive de plus en plus. Et je crois qu'en plus, tu avais déjà abordé dans un podcast ce restaurant-là. Et ils n'ont pas été vraiment au bout de l'expérience. Non. Et je pense que c'est ça. C'est savoir aller vraiment, par contre, si tu décides d'aller dans l'expérience, d'y aller vraiment, vraiment à fond, quoi. Et la Gen Z élargie dont je parlais tout à l'heure est une clientèle qui veut qu'on aille jusqu'au bout. Vraiment, que ce soit réellement immersif ou expérientiel. Mais attention, l'expérience, ce n'est pas uniquement d'être immergé sous la mer. L'expérience, c'est aussi une expérience avec le lieu, okay, donc Éphéméra joue bien la partie, une expérience avec l'assiette, et ce n'est pas la qualité de l'assiette que le consommateur recherche, c'est un contenant original, une matière, une forme, une couleur, un dressage particulier, une finition qu'on va te faire à la table, etc. Pourquoi ? Parce que ça va se barrer sur Instagram, encore une fois. Et la troisième dimension de l'expérience, c'est vivre une expérience avec le personnel en contact avec le client. On a fait une grave erreur ces 20 dernières années, c'est qu'on est devenu, pour beaucoup de restaurants, pour trop de restaurants, des preneurs de commandes et des porteurs d'assiettes. C'est ça. Les nouvelles générations n'attendent pas de ça. Ils veulent qu'on les prenne en charge, qu'on discute avec eux, qu'on papote, qu'on rigole peut-être avec eux. Bref, qu'il se passe des choses. Et quand je pose des questions, j'ai envie d'avoir une réponse sincère. Et on a beaucoup travaillé avec des générations d'entrepreneurs qui sortent des grandes écoles, tu sais, HEC, Subdeco, les écoles d'ingénieurs qui ont monté des restaurants. Et eux, ils sont complètement branchés sur l'expérience. Pour eux, c'est une évidence. Alors que pour un restaurateur qui a 20 ou 30 ans d'ancienneté, quand je lui parle d'expérience, il me dit « Mais attends, on a toujours fait comme ça, pourquoi on va se mettre à faire ça ?» C'est là où on a un virage générationnel et on a un virage aussi de génération de restaurateurs. Il y en a qui n'arrivent pas encore à comprendre qu'il faut changer de direction et qu'il faut suivre le mouvement, en fait. C'est ça le truc. Oui, suivre un mouvement sur lequel il va falloir qu'on soit tous obligés d'aller. On n'a pas le choix, c'est pas... moi j'ai décidé de ne pas être expérientiel et je marcherai bien. Non. Exactement. Je pense que les seuls restaurants qui peuvent rester, on va dire, entre guillemets, à l'ancienne et ne pas changer, et ils auront toujours autant de monde, mais c'est par exemple les bouillons. Les bouillons, c'est des restaurants, ils n'ont jamais changé ni leur concept, ni leur carte. Tu sais pourquoi tu viens, et par contre, les bouillons, ça cartonne. Alors,
Oui, ça cartonne, mais je dirais qu'il faut faire très attention. Il faut savoir que, historiquement, et depuis 50 ans ou 60 ans, on a le bouillon Chartier rue Montmartre. Il était le seul. Il n'y en avait pas d'autres. Si, il y en avait un dans le 6e arrondissement. Enfin bref, ils étaient 2, allez, on va dire. Aujourd'hui, on en a 153 sur le territoire français. On en a beaucoup plus en dehors de Paris que dans Paris. J'espère qu'on ne va pas tuer la poule aux œufs d'or de ce merveilleux positionnement, parce que c'est un positionnement incroyable. C'est du régressif, retour aux valeurs, retour aux traditions à des prix hyper bas. Comment veux-tu que l'équation ne fonctionne pas? Exactement. Et quand je vois aujourd'hui, alors je reviens sur Paris, bouillon Pigalle, bouillon République, bouillon Chartier en 3 exemplaires, puisque maintenant ils sont à la gare de l'Est et ils sont également à Montparnasse, ce sont 5 boutiques qui passent la barre des 1000 couverts par jour. Ah oui, c'est impressionnant. Sans parler de Chartier qui est à 1800 par jour rue Montmartre. Et la deuxième chose que je voudrais dire sur le bouillon, et il y a un danger, c'est que le bouillon, avec l'équation retour aux valeurs, retour aux traditions, servi à table à très bas prix, si tu ne fais pas de volume, ton modèle économique, il tombe. C'est-à-dire que ces gens-là sont condamnés à faire de très très hauts volumes. Et ça a pour conséquence, c'est un effet boule de neige, le bouillon. Si tu veux faire 1800 couverts par jour, tu as intérêt à avoir une équipe de salle, mais incroyable. Exactement. Incroyable. Qui sache tenir des rangs et ça speed et diplomatiquement faire comprendre que je t'amène l'addition parce qu'il y a des gens qui attendent. C'est pas dit comme ça, mais bon, on te fait comprendre. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ça veut dire que c'est une nouvelle façon de faire de la restauration, ça. C'est une nouvelle façon. Et il faut avoir des équipes ultra performantes. Des gens qui savent gérer une salle. Il y a tellement de restaurants où on ne sait pas gérer une salle. Tu arrives, on te dit 45 minutes d'attente. Mais c'est n'importe quoi. Il n'en sait rien. Alors que dans ces gestionnaires de salles, d'abord, ils sont reliés par Toki. Et il est tout courant, le gars ou la fille, qu'il y a une table. Par exemple, il lui dit, moi j'ai entendu, il envoie, j'ai besoin d'une table de 2, et il y a un gars qui lui répond 5 minutes. Voilà. Parce qu'il sait, lui, dans son rang, que dans 5 minutes, elle est au dessert, je vais lui amener le café, l'addition, et on n'en parle plus. Il sait que ça va se libérer. Mais ça, c'est un grand retour du professionnalisme en salle, hein, ça. Alors qu'on a vu des gens arriver en salle qui n'avaient jamais porté des assiettes et jamais tenu en rang. Et ça, c'est pas bon pour demain, ça. Complètement d'accord, ouais. Ben là, par exemple, tu vois, on abordait le sujet des bouillons qui connaissent un véritable succès et qui ne désemplit pas. Après, il y a les autres restaurateurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurateurs qui souffrent. La restauration, c'est vrai que c'est un secteur où il y a beaucoup de restaurants qui ferment, qui n'arrivent pas à réaliser un chiffre d'affaires suffisamment important et que malheureusement, du coup, ils mettent la clé sous la porte. Après, il y a aussi un sujet. Il y a des restaurateurs qui ne font pas de halal et qui ont décidé du jour au lendemain de passer au halal. Et là, ça a été le carton plein. Et moi, c'est vrai que pour être dans le domaine de la restauration, pour ma part, je me dis aujourd'hui d'être un restaurant, par exemple dans la restauration rapide, et de ne pas faire du halal, c'est comme se mettre une balle dans le pied. Et je l'ai vu à plusieurs reprises, ça reste difficile pour des restaurateurs qui ne sont pas dans le halal de bien travailler. Je ne sais pas ce que tu en penses, j'aurais bien voulu avoir ton avis là-dessus. Alors, mon avis sur le halal, il est vraiment très très clair. D'abord, le marché du halal est 3 fois supérieur au marché du bio, donc t'imagines. Toute la street food dont on parle depuis quelques années qui cartonne est 100% halal, sans le dire. Et ils ont raison de ne pas le dire. Pourquoi ? Parce que si tu mets sur ta boutique que tu es halal, tu vas faire fuir les non-musulmans. Complètement d'accord, ouais. Okay ? Donc, à quoi ça sert de le dire ? Les musulmans savent où est le halal. Il n'y a aucun problème. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a un poulet en France qui n'est pas halal ? Tout est halal. Sauf qu'on ne le dit pas, mais on n'a pas besoin de le dire. Donc, toute cette restauration halal, elle se développe très très vite et elle a raison de se développer. Il y a une clientèle qui est musulmane ou pas, d'ailleurs. Je dis bien ou pas. Il y a plein de gens, et ça, évidemment, les médias ne leur disent pas, qui mangent du halal sans le savoir. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Le halal n'est absolument pas lié à la qualité. Le halal, c'est une méthode d'abattage de l'animal. Je ne vois pas le rapport avec la qualité. C'est ça. Il y a de l'excellent halal et il y a du très mauvais non halal, et le contraire est vrai aussi. Donc ça ne veut rien dire. Et moi, je me rappellerai toujours, on a accompagné Quick, la chaîne Quick que tu connais, lorsqu'ils ont voulu tester le halal, il y a au moins 12-13 ans. Et on s'est aperçu d'un truc, et là, on était vraiment stupéfaits.
c'est quand un quick normal faisait 1 million d'euros, on le switchait en halal, il en faisait 3. Voilà, c'est ça. On multiplie le chiffre d'affaires par 3 C'est immédiatement. c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires moyen des quick halal, puisque maintenant ils sont tous halal, est très haut. Il a rejoint les chiffres d'affaires moyens de BK et de McDo. Complètement. Alors qu'avant, Quick était Mais très en plus, retrait. ils étaient. Voilà, et ça allait très mal à un moment donné pour Quick. Très, très Et mal. c'est vraiment ça qui les a sauvés. Hein. Absolument. Alors, tu as Quick qui est parti à fond là-dessus. Le groupe Bertrand n'y croyait pas au halal. Bon, il a eu tort, c'est pas grave. Hein. McDo ne veut pas entendre parler du halal. Alors justement, moi, je me demande pour combien de temps. Moi, je pense qu'à un moment donné, alors peut-être pas tout de suite, mais je pense qu'à un moment donné, McDo va finir par passer à la... Alors, peut-être tester sur un restaurant, mais je pense pas que ça va rester comme ça indéfiniment. Après, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi. Je ne sais pas, tu as peut-être raison, sauf que McDo, il faut qu'ils aient l'autorisation des États-Unis pour faire ça, parce que ça serait une première mondiale, sauf évidemment dans les pays musulmans. Voilà, parce qu'ils sont déjà Voilà, halal, tu vas au Maroc ou naturellement, Dubaï, ils sont halal. Dans les pays occidentaux, je ne sais pas si les États-Unis donneraient leur feu vert. Ils pourraient, hein, parce que la communauté musulmane aux États-Unis est importante. Aux États-Unis, il n'y a pas de halal. Et franchement, je pense demain, un McDonald's, il passe halal. Je pense que c'est un carton. Eh ben, il ferait le même parcours que Quick, c'est-à-dire son chiffre d'affaires, il va Déjà qu'ils ont des beaux chiffres d'affaires, donc là, je pense que ce serait... Bah oui, mais aux dernières nouvelles, ils ne veulent pas entendre parler du halal. Ça ne veut pas dire qu'ils y réfléchissent pas. KFC, il réfléchit beaucoup au halal. Mais beaucoup d'enseignes réfléchissent au halal. Et puis tu as des enseignes qui arrivent et qui sont naturellement halal. Point. Parce que moi, j'ai un très bon ami à moi que je crois que tu dois connaître, Jonathan Jablonski. Ah oui. Voilà, qui a Factory & Co. Et je parlais avec lui justement il y a quelques jours. Et lui, il est passé complètement au halal. Absolument. Donc, sans le dire, sans le dire, bien sûr. Et il a après, raison. c'est ça. Le souci, c'est que je pense que les gros restaurants comme ça, les chaînes, c'est qu'ils auraient peur peut-être que ça devienne un restaurant communautaire et effectivement de se fermer à une autre clientèle. C'est pour ça qu'il ne faut pas le dire aussi. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas l'écrire, parce que je t'assure que les Français sont comme ça. S'ils voient marqué halal, ils disent c'est pas pour moi. Après, je pense quand même que ça reste un pourcentage, enfin j'en parlais avec lui justement, je pense que ça reste un pourcentage vraiment très très minime de personnes qui vont dire c'est halal, donc je vais pas aller manger là-bas. Je pense Chez les non-musulmans ? Chez les non-musulmans. Ah non, au contraire. Ah, tu penses quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas venir juste parce que c'est halal ? Nous, on a interrogé les non-musulmans, alors qu'ils soient catholiques ou autres, etc. Si c'est halal, c'est pas pour moi. Et ça, on l'a entendu des centaines de fois. Alors que c'est une bêtise, parce que le halal, je me répète, n'a rien à voir avec la qualité du produit. N'a rien à voir. Et il y a un amalgame en France sur le halal, sur le kasher, sur le bio. Enfin, il y a énormément d'amalgames, parce que je crois qu'on est très mal informé. Ou alors, on fait naturellement un amalgame. Il y a un truc qui va pas bien. C'est pour ça, d'ailleurs, que toute la street food qui déferle depuis quelques années est halal, sans le dire. Par contre... je dois quand même te rappeler un petit truc, c'est que quand on a switché le premier Quick en halal, je me souviendrai toujours, et je ne sais pas si tu te souviens, Marine Le Pen est montée au créneau à l'époque. Ah oui, exact, c'est vrai. Ouais, oui, elle est montée au créneau en disant « Comment se fait-il que vous obligez les gens à manger halal chez vous ?» Et Quick a répondu « On n'oblige personne. On n'oblige personne à rentrer chez nous. » Et ça avait fait une grosse polémique à l'époque, hein, d'ailleurs. Pourquoi vous obligez les gens à manger halal alors que vous faisiez du non-halal avant ? Bon, mais ça, c'est la polémique de l'ex-Rassemblement national. Oui, bien sûr. Mais ils sont même montés au créneau sur le projet d'introduction de halal dans les cantines scolaires. En disant pourquoi vous obligez les... Oui, même récemment, exactement, même récemment. Ouais. Voilà, et on ne les oblige pas. Il y a des jeunes musulmans en CP qui veulent manger halal et il faut leur donner la possibilité de manger halal pendant que les autres ne mangent pas halal. Enfin... On parlait tout à l'heure de marketing, donc j'aimerais bien revenir dessus. Pour toi, quels sont les meilleurs outils marketing aujourd'hui pour communiquer sur son entreprise ? Alors, je mettrais en tête les réseaux sociaux. C'est une présence obligatoire sur les réseaux sociaux et pas n'importe quel réseau social, je dirais. Pour moi, c'est Insta qui est le seul et unique. Alors TikTok est en train de monter. Pourquoi TikTok ? Parce que hier, TikTok, c'était très jeune et très déconnade, excuse-moi l'expression. TikTok est en train d'être un peu plus sérieux.
est monté en âge. Donc TikTok devient un véritable concurrent d'Insta. C'est vrai que pour au début, c'était très, très, très jeune. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, si tu te souviens bien, Insta a démarré avec la photo. Il n'y avait pas de vidéo sur Insta. Tout à fait. Quand ils ont vu TikTok arriver, ils se sont dit on va mettre aussi à la vidéo. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu as TikTok qui est 100% vidéo et tu as Insta qui est double, mixte, avec la photo et de la vidéo. Donc pour moi, c'est Insta. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du TikTok. Il y a aujourd'hui des chefs triplement étoilés qui sont sur TikTok et il faut le faire. Après, est-ce qu'il faut être sur 2 réseaux en simultané quand tu as un restaurant? Pourquoi pas? C'était valable hier parce que les catégories d'âge et les CSP n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça est en train de se rejoindre. Donc, est-ce qu'il faut être sur les 2 réseaux? C'est à discuter. En revanche, je déconseille de plus en plus Facebook, qui est un réseau social vieillissant, ou plutôt pour les vieux. Je m'excuse de dire ça. Non, mais c'est vrai que Facebook, maintenant, aujourd'hui, ils sont un petit peu... Voilà, c'est nettement moins jeune. Et puis, je pense que Facebook... c'est plutôt un réseau social, amical, de copains, de potes, de groupes, machin, et de nos vacances, qu'un réseau qui déclenche du business. Alors moi, je partage le même avec toi. Après, j'entends d'autres versions qui me disent attention, il ne faut surtout pas négliger Facebook. Mais moi, c'est vrai que je partage un peu ce que tu dis, même si Instagram appartient à Facebook. Mais, absolument. Et moi, je vois beaucoup de restaurateurs qui sont sur Insta, qui sont sur Facebook. Le nombre de suiveurs, les partages n'ont rien à voir entre Insta et Facebook. Complètement. Et ils se demandent à un moment, est-ce qu'on n'arrêterait pas Facebook? Alors effectivement, je te rejoins. Ils ne franchissent pas le pas de supprimer Facebook. Ils le laissent, mais c'est très tranquille en roue libre pendant qu'Insta s'envole et TikTok s'envole. Voilà. Et après, tu as un autre réseau, mais que je ne conseille pas du tout aux restaurateurs, c'est LinkedIn, qui est un réseau beaucoup plus business que food, voilà. Après, c'est plus pour créer un réseau, en fait, LinkedIn. Voilà, absolument. Quand tu te crées un réseau sur LinkedIn, après, tu peux basculer sur autre chose. Mais bon, le réseau social est, à mon avis, aujourd'hui, l'axe numéro 1 du marketing. Et je te rappelle, et tu dois le savoir, on s'était renseigné au niveau mondial, 72 ou 73% des posts Insta au niveau mondial, c'est de la food. 72-73%. Ah oui, non, c'est énorme. Donc, Insta, c'est de la food. Point. Complètement. Et tout ça est logique. J'explique aux restaurateurs que le consommateur achète ce qu'il voit et qu'on lui vendra ce qu'on lui montre. Insta, par définition, c'est l'image, qu'elle soit vidéo ou photographie. Donc, hier, tu allais sur les pages jaunes et tu mettais restaurant italien Lyon. Je ne sais même pas d'ailleurs si les pages jaunes existent toujours. Enfin bref, après, on allait sur Google et on mettait restaurant italien Lyon. Mais aujourd'hui, tu vas directement sur Insta, tu mets restaurant italien Lyon. C'est sûr que c'est... Tu as des images, tu envoies une qui te plaît, tu types du saut, je veux là, je réserve et c'est terminé. Voilà, c'est ça. J'achète ce que je vois. Et aujourd'hui, TikTok, aujourd'hui, apparemment, c'est le deuxième moteur de recherche. Tout à fait. Aujourd'hui, sur TikTok, en fait, on cherche un restaurant, on tape le nom du resto, Absolument. on va tomber automatiquement sur des vidéos. Et c'est vrai que ça permet de... Et tu cherches des mots-clés, tu fais des recherches comme tu le fais d'ailleurs sur Google ou sur l'IA. Moi, il m'est arrivé d'aller sur Google et chercher une entreprise qui sait faire des études de marché. On voulait savoir si nous, on sortait. Eh bien, TikTok te répond de la même manière qu'Internet ou l'IA. Exactement. Donc... oui, il faut être aujourd'hui présent et référencé. Alors, le référencement a beaucoup d'importance aussi. Alors ça, il est souvent négligé et on ne peut pas exister si on n'est pas bien référencé. Et ça, il faut le sous-traiter à des gens qui savent le faire. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Bien sûr. Moi, je le dis sans cesse parce que j'ai une agence de marketing, Bomba Agency. Et donc, nous, on travaille avec donc, des restaurateurs, justement. On s'occupe de leurs réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est indispensable d'être, comme tu dis, Instagram, TikTok. Il y a aussi Snapchat aussi. C'est vrai. Snapchat aussi, pour la restauration, c'est très, très, très important aussi. Très en retrait quand même de Insta. Ouais. Mais ça, il l'a, effectivement. Parce que c'est une clientèle qui est quand même assez beaucoup plus jeune. Ouais. Mais c'est vrai, quand on est en tout cas dans la restauration rapide, c'est aussi important d'être sur Snapchat. Et après, nous, on explique beaucoup aussi aux restaurants, et c'est ce qu'on fait, nous, sur notre agence, c'est de mettre en avant un restaurant sur les réseaux sociaux, mais il ne suffit pas de prendre en photo ou de filmer, par exemple, si tu as un restaurant de burger, de juste filmer son burger. Ce qu'il faut, c'est vraiment, en fait, il faut savoir divertir aussi autour de son produit pour ensuite, effectivement, créer une communauté, avoir des followers. Autre levier marketing, puisque c'est de ça dont nous parlons, c'est qu'il faut régulièrement créer des événements pour qu'on parle de soi. Alors après, tous les événements sont possibles,
Et puis, il y a un autre levier qui est pour moi le buzz. Alors ça, le buzz, par contre, il faut savoir le faire. Il fut une époque où des experts en marketing ou en communication disaient qu'on parle de toi en bien ou en mal, l'essentiel, c'est qu'on parle de toi. Exactement. Peut-être que ça marche encore aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'il est possible de faire du buzz, mais avec du négatif. Il faut faire attention qu'on ne te zigouille pas les pattes. Hein. Il faut faire très, très attention aujourd'hui avec les buzz qui s'en vont, parce que les médias et les réseaux sociaux sont capables de monter une enseigne, de monter quelqu'un très très haut, comme sont capables aussi de le descendre au plus bas possible. Donc, tout à fait. Il faut faire attention. C'est un double tranchant. Voilà, il faut faire attention au type de buzz qu'on fait. Et puis, moi, je suis en admiration devant des agences comme Buzzman, par exemple, qui ont un ton de communication et une innovation dans la communication, jusqu'à même créer des queues. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non. La première fois ils nous ont sorti ça, c'est quand Burger King est revenu en France, après être parti dans les années 80. Ils ont ouvert le Burger King de la gare Saint-Lazare. Exact, c'était le tout premier qui avait rouvert. C'est la première ouverture, etc. Et le jour de l'ouverture de la gare Saint-Lazare, il y avait 300 mètres de queue. Et ce sont des figurants qui ont été embauchés par Buzzman. C'est eux qui les ont embauchés, d'accord. 300 mètres de queue. Évidemment, il y avait tous les médias qui étaient là, la police qui était là, parce que les problèmes de sécurité, les télés étaient là. Et bref, quand tu calcules le coût de l'opération par rapport à ce que ça a rapporté, jamais on n'aurait eu autant de télé, autant de papier, autant de radio si on n'avait pas payé 300 figurants. Et ils viennent de récidiver avec une marque de donuts américaine qui vient d'arriver au Hall. De la même manière, le jour de l'ouverture, il y avait 250 ils ont ramené des figurants. Oui, ils les embauchent. D'accord, ok. Parce que nous, aujourd'hui, quand on fait des ouvertures de restaurants, là, on a ouvert un restaurant, parce que tu sais, j'ai aussi une marque que tu connais, Dangerous Burger. Mm-hmm. Pour l'ouverture sur Paris, on a eu quasiment 600 personnes qui étaient devant le restaurant. Par contre, ce n'était pas des figurants. En fait, nous, on a fait des ads. Voilà. Les ads, aujourd'hui, c'est indispensable. Mais aujourd'hui, la plupart des franchises, en fait, c'est ce qu'ils font, c'est que ils font une opération en fait, pour l'ouverture avec un certain nombre de burgers offerts ou le burger à 1 €. Et si tu communiques bien, que tu fais des ads et tout, effectivement, les gens viennent parce qu'il y a une offre. Absolument. Et aujourd'hui alors, c'est beaucoup ça qui fait venir du monde. Après, par contre, il faut gérer parce que c'est vrai que quand il y a autant de monde, c'est compliqué à gérer. Nous, on l'a fait à Nantes il y a quelques années quand on a ramené une enseigne canadienne qui s'appelle Pita Pit. Quand on a ouvert à Nantes, place du Commerce, on a buzzé que les 1000 premières pitas seraient offertes. Et là, boum, on a eu 200, 300 ou 400 mètres de queue et on a balancé 1000 pitas. On a eu des papiers dans les médias. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Mais il faut toujours dépenser un peu d'argent pour faire des gros buzz. Mais je dis un peu, pas beaucoup. C'est ça qui est très intéressant. C'est ça, parce que 1000 pitas, ou si toi, tu offres les 100 premiers burgers, ça ne te coûte pas grand-chose, ça te coûte le coût matière. Tout à fait. D'accord. Le personnel, il faut le payer, il est là. Le loyer, il faut le payer. L'électricité, il faut le payer. Donc, ça te coûte le coût matière. Et je trouve qu'un coût matière, face à un buzz pas possible, évidemment que ça vaut le coup. C'est clair. Évidemment. Et ça coûte, comme tu dis, beaucoup moins cher que de faire une pub télé. Ou tu prends une agence de com qui va te dire on va placarder Paris, on va faire des culs de bus, on va faire ceci, on va faire cela. Ouais, ça va nous coûter un énorme billet pour un impact qui sera peut-être pas aussi important. Tout à fait, je suis complètement d'accord. On est tellement sollicité par la publicité et par la communication tous les jours que notre petit cerveau, il ne peut pas tout retenir. Voilà. Par contre, il retient ce qui est extraordinaire. Voilà, ça, il retient. Ouais, c'est vrai. Et quand tu dis les 100 premiers burgers ou les 1000 premiers burgers, alors là, ça déplace les foules, mais c'est sûr. Complètement. Et alors, par contre, j'ai une question que je voulais vraiment te poser. Alors déjà, même pour moi personnellement et aussi pour les gens qui nous regardent, pour toi, dans les prochaines années à venir ou les prochains mois, pour toi, quelle est la vertical food qui va cartonner? Sur quoi il faut miser? C'est une excellente question à laquelle je ne sais pas si je vais pouvoir répondre parce que la vertical food, c'est-à-dire tu veux savoir quel produit demain? Ouais, c'est ça, exactement. Pour toi, voilà, c'est quoi le prochain concept ou produit qui, tu penses, a un bel avenir, sur lequel il faudrait miser?
Alors, je ne vais pas te parler de concept parce que ça serait un peu trop complexe. En revanche, on sent qu'il y a des grandes tendances qui sont en train de se dessiner et qui sont des mouvements de fond. Je vais t'en citer comme ça quelques-uns, il y en a bien d'autres. Le premier, et que nous on rabâche depuis des années, c'est qu'en France, quand tu mets de la protéine entre 2 morceaux de pain, 2 morceaux de pâte, c'est le carton. Ça, c'est une règle majeure en France. Les Français adorent le pain, adorent la pâte, ce qui explique le wrap, le burger, le sandwich, la pizza, etc. Enfin bref, tout ce qui est à base de pâtes. Parmi les 10 produits les plus consommés en France, il y en a 7 qui sont à base de blé, de pâtes et de pain. Ce qui veut bien dire... Ouais. Voilà, ça, c'est un axe énorme. Et nous, on reçoit des entrepreneurs, ou moi j'ai fait des interventions dans des écoles de commerce qui me posent la même question que toi. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire ? Je leur dis, si tu trouves le prochain produit à base de pain qu'on peut lancer, bah, tu vas faire un carton. Regarde le bagel. Le bagel, c'est pareil. Ça, il a été lancé, c'est pas dans notre culture, le bagel. Il est parti parce que c'est encore une fois de la protéine entre 2 morceaux de pain. Tout à fait. En plus, il est rigolo, il est rond et il a un trou au milieu. Je ne sais pas si ça cartonne encore autant aujourd'hui, le bagel. Non, parce que je crois qu'on a fait des bêtises en ce qui concerne la qualité du pain bagel. C'est vrai qu'il était assez... j'ai déjà mangé quelques bagels et en général, il était assez compact, assez dur. Ouais, je suis complètement d'accord. Un peu lourd. Les ingrédients très frais. Par contre, le pain bagel est un peu lourd par rapport, je sais pas, à une baguette ou même un pain de mie emmené par des prêts-à-manger aujourd'hui. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, qui me semble très, très lourd, c'est le pourtour méditerranéen. Alors ça, les Français adorent. Enfin, il n'y a pas que les Français, d'ailleurs, c'est un mouvement mondial, le pourtour méditerranéen. Mais pourquoi je te parle de la cuisine pourtour méditerranéen, c'est qu'il y a 2 axes chez eux qui intéressent les Français. C'est toute la cuisine du soleil, les légumes, les poissons, l'huile et la notion de partage. Tout à fait. Tu juxtaposes ces 2-là, et là, il y a des concepts à créer, il y a un axe hyper intéressant. Et puis, il y a un troisième axe qui est un peu éloigné, qui est tout ce qui est sud-américain. Le sud-américain est en train d'arriver. Il y a le Pérou, le Venezuela, le Mexique, qui est là évidemment depuis longtemps. Voilà, ces trois axes-là sont des axes lourds qui sont là, qui avancent, encore une fois très lentement, mais qui ont de beaux jours devant eux, c'est sûr. D'accord. Okay, bah super. Je ne dirais pas la même chose du burger, par exemple. Pour toi, le burger... Parce que je pense qu'on n'est pas loin d'avoir saturé le marché. C'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants de burger. Je pense qu'il y en a trop. Je pense qu'on est en train de lasser le consommateur de son omniprésence. Parce que qui ne vend pas de burger aujourd'hui ? En fait, je pense que ceux qui vont rester et qui vont se démarquer, ça va être vraiment ceux qui proposent de très bons produits à des tarifs très compétitifs. Voilà. Après, il y a les gens américains qui sont là et qui seront toujours là de toute façon. Mais on va dire ceux qui sont autour des gens américains, voilà, faudra vraiment proposer quelque chose de... Voilà, quelque chose. Peut-être après, il va falloir peut-être se réinventer un petit peu, rester dans le burger, mais peut-être avec des nouveaux concepts et toujours avec des bons produits. Ouais. C'est pour ça que nous, on a encore des créateurs qui viennent nous voir en disant, ou des créateurs installés sur le burger qui nous posent des questions métaphysiques en disant OK, tu dis que c'est saturé, mais concrètement, je fais quoi moi demain ? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on est dans le burger, il faut choisir entre les 2 voies. Soit j'ai une stratégie de volume, soit j'ai une stratégie de valeur. Tout à fait. Mais tu ne peux pas rester au milieu du gué, là. Non, c'est vrai. McDo a choisi la stratégie de volume, Burger King, stratégie de volume, Quick, stratégie de volume, etc. etc. Si tu prends les Big Fernand, les King Marcel, etc., c'est plutôt des stratégies de valeur. Justement, tu vois, c'est marrant que tu parles du Big Fernand, parce qu'on parlait tout à l'heure du halal, et je vais rebondir sur Big Fernand, c'est que pour moi, Big Fernand, parce qu'aujourd'hui, Big Fernand, ça va pas super fort. Non. Et Big Fernand, pour moi, ils avaient quand même un super produit. Ils sont arrivés vraiment au début du burger gourmet. Et je pense qu'à un moment donné, s'ils auraient pris la stratégie de se dire, bon, on transforme en halal, je pense que ça les aurait sauvés. Peut-être. Franchement, parce que honnêtement, ils avaient quand même ils avaient un bon produit. Enfin, ils ont toujours un bon produit. Mais honnêtement, ouais, je pense que j'aurais été en tout cas, moi, le patron de Big Fernand, j'aurais dit, bon, bah écoutez, vous savez quoi, on tente un dernier truc, on se passe au halal, et je suis sûr que ça aurait été un carton.
C'est possible, c'est une bonne possibilité, c'est possible. C'est pas ça qui a été fait. Mais au-delà de ça, moi qui suis dans le secteur depuis donc 35 ans, je m'aperçois d'une chose, c'est quand les fondateurs partent, quand le fondateur vend, c'est le début de la fin. Je suis d'accord, ouais, c'est vrai. Je vais te dire pourquoi, parce que le fondateur, il a son concept dans les tripes, c'est son bébé, il l'a créé, etc. Et généralement, quand le fondateur vend, c'est très souvent des financiers qui reprennent, qui eux n'ont évidemment pas le concept dans leur tripes. Ils ne sont pas forcément vraiment restaurateurs dans l'âme. Non, mais ça me gêne pas trop, mais qui ont une obsession du bas de ligne du compte de résultat. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de la restauration pérenne si tu ne regardes que ton bas de ligne. Parce que tu oublies juste qu'il y a ton équipe et tes clients. Tout à fait. Et c'est aussi la restauration, c'est quand même avant tout un travail de passion. Donc, de passion, s'il n'y a pas la passion, de service. Tout à fait. Et c'est un métier qui procure du plaisir. Exactement. Donc, tu ne peux pas faire l'impasse sur le coût matière. Moi, il y a des restaurateurs qui m'ont dit, je vais en mettre, avec l'inflation, je vais en mettre moins dans l'assiette, moins qualitatif, et puis je vais le vendre un peu plus cher. Non, fais pas ça. Je vais mettre moins de personnes en salle, je vais fermer ma mezzanine, et puis je vais avoir des rangs plus grands. Non, fais pas ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui ont fait cette erreur-là sur les 2 lignes du compte de résultat qui pèsent le plus lourd. Bien sûr. Et moi, je veux bien qu'on soit obsédé par le bas de ligne, parce qu'il faut quand même qu'on gagne de l'argent. Mais si tu veux gagner trop d'argent, c'est au détriment de toute façon, soit de tes équipes, soit de tes clients. Et là, c'est pas le bon. Et j'ai vu ces dernières années beaucoup de très très beaux concepts vendus à des financiers qui, eux, sont en train malheureusement de les zigouiller. Et c'est dommage. C'est dommage, oui. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a vraiment des enseignes qui ont du potentiel et on les voit aujourd'hui petit à petit Absolument. Descendre. Et ouais, c'est vrai que c'est dommage. Ouais. Et juste pour revenir aussi, alors moi, il y a un concept que je vois et qui est en train de cartonner de plus en plus et j'aimerais vraiment avoir ton avis dessus, c'est le poulet. Et c'est vrai que là, on ne l'a pas abordé, mais le poulet, en ce moment, on voit un peu les bars à poulet, sans citer de marque, mais qui poussent comme des champignons. Et quand je vois les chiffres et comment ça cartonne, je me dis que vraiment, le poulet, il y a quelque chose... Alors, je souris parce qu'il y a des journalistes qui me suivent depuis 20 ans, qui sont des journalistes dans la profession, que tu connais aussi, etc., à qui j'ai dit, franchement, il y a 15 ans, ils m'ont dit, c'est quoi l'avenir de la restauration? Donc, on discutait de plein de choses, etc. Puis je leur ai dit, vous allez voir, le produit next, c'est le poulet. Et ils me chambraient tous les ans parce que le poulet, il avançait toujours pas. Il y avait KFC, point, et tout. Et puis là, depuis 3-4 ans, ils me disent, c'était bien vu, hein, mais tu avais un peu d'avance. Tu avais un peu d'avance. 15 ans, un peu beaucoup même. Tu avais trop d'avance. Bref, le poulet, c'est normal qu'il fasse un carton parce que je vais te dire, le poulet en France, c'est le poulet du dimanche à la maison. Ça, pour ça, les Français. Le poulet en restauration rapide n'existait pas jusque-là. À chaque fois que je dis ça, on me dit comment ça, il n'existait pas et on cherche. Ben non, ça n'existe pas, le poulet en restauration rapide. C'est une nouveauté. Et un produit que les Français adorent, tu le mets dans leur quotidien nécessité en restauration rapide, comment ça ne peut pas marcher? Bien sûr. Et aujourd'hui, on voit du poulet frit presque à tous les coins de rue. Peut-être pas quand même, mais pas loin. Qui ne fait pas du poulet Bien frit? sûr. Les Asiatiques, les Américains, les traditionnels Français. Dans la salade César, on te met de plus en plus de poulet frit. Enfin bref, le poulet frit, il est partout. Alors après, il y a du bon et du moins bon poulet frit. Attention. Il y a le Coréen Bonchon qui est là, avec son poulet frit très particulier. Il y a Popeye qui est revenu. Il faut faire attention. Là, je me demande s'il n'y a pas un peu trop de monde autour. Parce que là, après, il y a le poulet frit, et après, il y a aussi le poulet grillé, comme on peut voir, Oui. rôti. Oui. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, le poulet rôti, on le trouvait que dans les boucheries. Tu voulais un poulet rôti, tu allais à C'est la boucherie. rôtissoire. C'est La rôtissoire, exactement. Absolument. Et maintenant, ce poulet-là, il est vendu justement dans Voilà. les bars à poulet où tu peux prendre juste des pilons, des ailes de poulet. Alors, il y a le poulet frit, tu as raison, et il y a aussi le poulet grillé. Exactement. Et il y en a qu'on est en train de surveiller parce qu'ils vont débouler, ils vont déferler en France, c'est le poulet à la portugaise. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, churrascara. Churrasqueria, ils appellent ça des franguitos, écartés, barbecue. Ouais, c'est ça. Il y a un sécateur, il te le coupe en 8, il te demande quelle marinade tu veux et il te le badigeonne et il te dit j'ai des frites ou des machins. Et ça, je me dis, mais quand ça va déferler en France, les Français, ils vont adorer ça. C'est simple, en mise en œuvre. Bien sûr. C'est que du poulet avec deux légumes.
un sécateur et tu coupes ça en 6 ou en 8. Enfin, je veux dire, et on te dit, tu veux une boîte de 3, une boîte de 6, une boîte de 9. Voilà. Ah non, mais en plus, la rentabilité sur le poulet, je crois qu'elle est pas mal. Et je suis très étonné qu'un McDonald's qui a fait un test sur les wings ne perdure pas pour l'instant sur les wings. Les grands fast-fooders, pour l'instant, sont très timides sur le poulet. Et je ne sais pas pourquoi. Ouais. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Ouais, ça, on ne sait pas. C'est comme le halal. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Et parce que c'est un mouvement de fond, le poulet. Ouais, c'est ça, bien sûr. C'est pas une mode, c'est un mouvement de fond. Complètement. Et alors, j'aurais une dernière petite question. J'aimerais savoir ce que tu penses de s'implanter dans des centres commerciaux pour des restaurants. Alors, parce que je sais qu'il y a beaucoup de flux, il y a beaucoup de monde, mais on a des loyers qui sont très excessifs. Mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Alors, sur les différents emplacements, tu as l'hypercentre-ville, du centre-ville, de la périphérie en pied d'immeuble, de la périphérie en bâtiment type, les Buffalo Grill et autres, etc. Tu as les zones de flux, gare, aéroport, et tu as les centres commerciaux. Les zones de flux et les centres commerciaux, c'est évident que ces gens-là t'amènent des flux que tu n'auras nulle part ailleurs. En revanche, je trouve que les taux d'effort sont totalement démesurés. Totalement démesurés, à tel point que tu ne peux pas être rentable. Alors, ok, c'est pas toi qui y vas en direct, puisque c'est des ensembliers qui y vont à ta place. Enfin, pas dans le centre commercial. Dans le centre commercial, ce sont les opérateurs qui y vont. Par contre, dans une gare et aéroport, tu es obligé de passer sous AREA, sous SSP, enfin bref, tous ces gens-là. Et ce qui me gêne aussi dans les zones de flux, c'est que, puisque ce n'est pas toi qui gères, ça m'embête. Moi, j'ai vu arriver Exki à l'aéroport d'Orly. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont découvert Exki à l'aéroport et qui ont dit « Ah bon, c'est ça Exki ?» Et il faut faire attention à ce qu'on fait dans les zones de flux quand ce n'est pas l'opérateur qui gère, en fait. Et les centres commerciaux, c'est presque pareil, sauf que c'est toi qui gères dans un centre commercial, mais les taux d'effort sont tellement élevés que je me demande en quoi est-ce intéressant. Il y a un turnover des cellules commerciales dans les centres commerciaux qui est colossal. Et je ne sais pas... alors, c'est vrai qu'on fait des samedis colossaux. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est surtout les samedis mais le lundi et le jeudi après-midi... et le soir aussi. Et le soir. Parce que le soir, les centres commerciaux... Quand il n'y a pas de cinéma, le soir, c'est une catastrophe. Enfin bon... Je veux dire, si on fait 90% de son business entre vendredi après-midi, vendredi soir, samedi et peut-être le dimanche si le centre commercial est ouvert, au niveau de la gestion des équipes, c'est vachement compliqué. La gestion du matière, c'est vachement compliqué. Je ne sais pas. Ouais, et surtout quand on voit le prix des loyers, parce qu'il y a des loyers à 20 000, 25 000. Exorbitant. C'est exorbitant. Surtout qu'en plus, dans certains centres commerciaux, je sais qu'ils prennent même un pourcentage. Bien sûr. Quand tu dépasses un certain chiffre d'affaires, ils prennent même un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Il y a un minimum garanti. Ensuite, on déclenche. Oui, c'est des montages extrêmement bien faits. Mais je trouve que c'est très, très compliqué pour une enseigne naissante et même pour une enseigne qui a de l'expérience. Moi, je vais citer un exemple qui m'est arrivé alors, il y a très, très longtemps. Je crois qu'il y a une petite vingtaine d'années. Il y a ADP qui me dit j'aimerais bien un McDo à l'aéroport Orly. À l'époque, ce n'était pas Terminal Hall 1, Hall 2, 3, 4, il y avait Orly Sud, Orly Ouest. Et il me dit est-ce que tu peux me mettre en relation avec McDo? Et je dis McDo, est-ce que tu veux aller à Orly? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Et je me souviendrai toujours, on était tous les trois autour de la table, donc il y avait McDo, il y avait ADP, il y avait nous. Et il y a McDo qui dit oui, il n'y a pas de problème, on va venir à une seule condition. C'est qu'on gère nous-mêmes avec nos propres matières. Et ADP dit non, c'est pas possible parce qu'on est sous Elior à l'époque. C'est Elior qui gérera. Ok, il n'y a pas de problème. Ben non, on ne vient pas. Ah ouais, bah oui. Ok. ADP a créé de la surface hors Elior pour que McDo vienne. Cette surface qu'il a créée, c'est sur une zone d'arrivée au premier étage. Bref, où personne passe. En zone d'arrivée, tu n'achètes pas à manger, quoi. Bien sûr. Et le premier McDo en aéroport est rentré à Orly Sud, à un étage sur une zone d'arrivée. Moi, j'ai dit à McDo, là, vous prenez des risques, hein, les gars. Vous gérez vous-même, ok, tout ça, mais vous prenez des risques. Et en fait, ils ont fait un carton parce que les gens rentraient dans Orly pour aller manger chez McDo, quoi. Ouais, carrément, ils venaient juste pour ça, quoi, en fait. Voilà, absolument. Donc, ce qui veut dire que on peut maintenant discuter avec les
aéroports, les gares et les gestionnaires de centres commerciaux sur le modèle économique. Voilà. Sur le modèle économique. Ouais, on peut discuter. Et si on n'est pas en centre commerciaux, en zone de flux, nous, tous les clients qu'on accompagne en développement, on leur dit c'est maximum 11 à 12% de taux d'effort. Si tu as un top emplacement, parce qu'il y en a des top emplacements où tu es à 20, 23, 25% de ton chiffre d'affaires, mais tu prends un risque dingue. Ouais, bien sûr. Et nous qui travaillons beaucoup avec les financiers me disent tu as raison, nous on préfère financer du fonds de commerce, mais le loyer, on va se le taper toute notre vie, le loyer. Bien sûr, bien sûr. Donc le fonds de commerce, si tu as un super coût avec un fonds de commerce très haut, le loyer est raisonnable, on préfère ça. Ok. Mais oui, Super. loyer, je te dis, c'est 12% max. 12%. En tout cas, super. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Bernard. Merci à toi. C'était très, très enrichissant. Et ça m'a fait vraiment plaisir de t'accueillir. Donc voilà, en tout cas, ce podcast est terminé. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas, pour ma part, oui, énormément. Donc, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas, vous abonnez et bientôt de nouveaux podcasts. Merci en tout cas, Bernard. À très bientôt. Merci Farid, à bientôt.